Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amis followers, vous qui nous suivez sur nos différentes plateformes numériques, bienvenue une fois de plus à cette nouvelle production d'ici et de là. Dans un contexte où les médias traditionnels donnent très peu la parole aux profils issus de la migration et de la diversité, nous avons fait le choix d'inviter des personnes sur notre plateau pour qu'ils racontent leur histoire, la vraie, celle qui ne sera jamais racontée par les autres. Au travers de cette émission, nous allons déconstruire tous les préjugés, toutes les idées arrêtées et tous les sujets tabous seront parlés sur nos plateaux. Aujourd'hui, je m'en vais recevoir un invité qui a accepté d'être des nôtres et avec qui nous allons discuter de plein de sujets. D'ici et de là, c'est cette émission qui donne la parole à l'invité et qui surtout vous permet à vous de connaître que sur la Belgique, il y a des profils issus de la diversité qui contribuent à l'économie nationale et dont on ne parle jamais. Mesdames, Messieurs, on se retrouve juste après le générique. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on reçoit un invité et je vais lui laisser la parole. Je vais lui laisser l'occasion de se présenter. Il le fera mieux que moi. Et donc, je reçois sur ce plateau... Monsieur Koulibaly Sanga, voilà, de Namur. Bienvenue sur le plateau de notre production d'ici et de là. D'ici parce que tu viens de... La Côte d'Ivoire. Et de là parce que tu vis en Belgique. En Belgique, à Namur, oui, c'est ça. À Namur. Alors, raconte-nous un peu ton histoire, ton parcours. Tu vis aujourd'hui en Belgique, mais allez, raconte-nous comment ça a commencé. Mon arrivée en Belgique, je vais dire, ça relève peut-être du destin parce que ce n'était pas le pays que j'envisageais quand j'avais décidé de quitter mon pays pour voyager en Europe, en Occident de manière générale. D'abord, moi, je suis dans une famille de voyageurs, donc nous voyageons beaucoup, nous sommes installés dans beaucoup de pays, notamment, principalement en France, en Suède, au Luxembourg et aussi au Canada. Donc, on voyage beaucoup. Donc, la Belgique, en fait, moi, c'est arrivé, on va dire, par hasard, par une rencontre. J'étais en Angleterre pour mes études là et j'ai rencontré quelqu'un. Donc, je me suis mis en relation avec une Belge d'origine camerounaise. Ok. Donc, il m'a parlé de la Belgique et tout, qui m'a vanté les mérites de ce pays. Les mérites de la Belgique. Et oui, comment on s'y sent bien, comment la vie ici est, les opportunités qu'il y avait et tout ça qui était aligné par rapport à ce que je recherchais et tout. Et là, on est en quelle année? Et là, on est en 2016. 2016, ok. Voilà. Et donc, quand je termine là-bas en Angleterre, donc je décide de venir en Belgique. Et en Angleterre, tu faisais quoi, des études? Oui, je faisais des études en Angleterre. Okay. Oui, un master of Science. Master of Science. Et oui, en International Business Management. Okay. Donc, voilà. Et elle faisait, en fait, elle a travaillé et puis elle a pris une pause post-carrière pour se relancer un peu dans les études. Donc, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés et qu'elle m'avait expliqué un peu sa vie en Belgique et ce qu'elle pouvait faire et tout ça, et son intégration ici en Belgique. Donc, du coup, en fait, on avait fait le plan que je vienne m'installer en Belgique en attendant qu'elle finisse ses études et qu'elle vienne, quoi, aussi me retrouver. Ok. Et donc, c'est comme ça que moi, étant aussi à la recherche d'une autre formation pour compléter un peu, on va dire, mes connaissances. Parce que après mon master en Angleterre, je savais pas un peu trop quoi faire aussi. Donc, parce qu'en Angleterre, il n'y avait pas des opportunités. Parce qu'en Angleterre, il n'y avait pas des opportunités, mais parce que aussi moi, je me sentais pas de vivre dans ce pays. Ok. Voilà, il y a d'autres qui se sentaient bien, mais c'était pas mon cas. Moi, je me sentais un peu, on va dire, séparé de ma famille en Europe parce que j'arrive d'un contexte où ils viennent de voter le Brexit. Oui, oui. Et donc la libre circulation n'est plus... Donc la libre circulation des biens des personnes, déjà, ça prend un coup. Et donc, je me pose la question de me dire, est-ce que déjà, ça poserait pas un problème
Mais j'y vais parce que dans mon objectif en fait de carrière, il me fallait l'anglais. Ok, ouais. Et So today you speak English very nice. Very well. yeah. I speak English with like every day. Yes, correct. Yeah. Ok, bon, on continue. Et donc, finalement, tu décides, par le biais de cette connaissance, d'arriver en Belgique. Mhm. Donc c'est comme ça que j'arrive en Belgique. Donc je ne vais pas en Côte d'Ivoire, je fais une demande de visa et puis j'obtiens le visa et je viens Pour ici la en Belgique. Belgique, ok. Oui, pour la Belgique, parce que je ne voulais pas le faire à partir de l'Angleterre. Donc, et donc ça me permettait aussi de revenir un peu en Côte d'Ivoire pour passer du temps avec ma famille, voir les amis, tout ça, avant de reprendre une nouvelle trajectoire dans ma vie. Ok. Donc, ça a été vraiment un projet pensé, puisque tu as décidé de revenir d'abord en Côte d'Ivoire avant de Oui. repartir. Et quand tu reviens en Belgique, tu reviens avec toujours via les études Oui, toujours via les études, parce que je m'étais inscrit dans un master à l'UNAMU que j'avais trouvé intéressant. Parce qu'en fait, à la base, moi, je me disais, si je reprends, en fait, si je continue encore les études, c'est que je vais avoir la possibilité de faire des études qui me permettraient, en fait, de pouvoir aussi avoir une expérience professionnelle. Donc, une certaine forme d'alternance. Mhm. Donc, voilà. Et à la base, je voulais aller en France pour le faire. Parce Oui. qu'en France, ils ont ce système d'alternance. D'alternance, oui. Mais étant donné que, bon, pour raison X ou Y, comme j'ai expliqué, pour des raisons familiales un peu aussi, mais surtout aussi que ce qu'elle m'avait expliqué de la Belgique, ça me convenait un peu plus Comparé à la France. comparé à la France d'un point de vue mentalité. Mhm. Moi, ça me convenait. Et puis aussi, je voulais avoir l'opportunité de toujours travailler en anglais aussi. Ok. Voilà, parce qu'on est en Belgique, c'est vrai qu'il y a les 3 langues nationales, donc français, néerlandais et allemand. Mais généralement, à Bruxelles, on travaille aussi beaucoup en anglais. En anglais, oui. Donc, c'était ça aussi. Donc, je ne voulais pas perdre un peu mes acquis en anglais, bah, même si ça se perd pratiquement jamais. Mais c'était ça. Donc, je me suis dit, bah, voilà. Donc, je cherche une école, une université. Et je trouve l'université de Namur qui était la seule à l'époque à proposer ce programme de formation qui permettait en fait d'avoir une expérience en entreprise. Donc, je m'inscris là et puis j'obtiens l'admission, je veux dire. Mhm. Et donc, je pars en Côte d'Ivoire pour faire ma demande de visa par la Côte d'Ivoire. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'arrive en Belgique. Et comment ça s'est passé déjà en Angleterre, l'insertion sociale, ça a été évident. Tu étais dans quelle ville en Angleterre? J'étais à Wolverhampton, donc pas loin de Birmingham, dans le West Ok. Midlands. Et c'était facile, la vie de tous les jours, la cohésion avec les autres, l'intégration sociale? Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que déjà quand j'arrivais en Angleterre, j'avais pas les capacités complètes de la langue. Mhm. Je veux dire, pour pouvoir avoir une interaction tous les jours. Donc quand j'arrive là, je fais d'abord le test de IELTS. Donc c'est un test qu'on passe un peu comme le TOEFL Oui. pour les USA. Donc je passe le IELTS, ça c'est pour le UK et je crois même pour l'Australie et tout. Donc je fais ce test et j'obtiens le score minimum qui me permet de pouvoir m'inscrire. Oui. Mais avec la condition que quand j'arrive en Angleterre, je m'inscris, je fais 3 mois de cours encore. Non, 6 semaines de cours d'anglais intensifs Oui. qui me préparent à pouvoir prendre des cours à l'université comme tout le monde. Donc c'est dans ce contexte que j'arrive et comment je trouve cette université? Non, déjà comment j'arrive en Angleterre, c'est que c'est pas un ami de mon père qui sont perdus de vue depuis de longues années et qui se retrouvent et dont le monsieur il vit en Angleterre et qui dit à mon père, ben, écoute, l'Angleterre c'est bien, les formations et tout ça à l'université, voilà et tout. Moi, je pense qu'il faut envoyer ton fils ici quoi, pour qu'il puisse bien étudier. Et donc, c'est comme ça que tu arrives en Angleterre. Je m'inscris. Il y a un Camerounais qui était, on va dire, recruteur pour l'université de Wolverhampton. Okay. Donc, qui est venu à Abidjan, qui a fait des tests de sélection. Non, même pas. Mais qui est venu faire, en fait, on va dire, une certaine forme, je ne sais pas si je vais dire, une conférence où il invitait des gens qui étaient intéressés à venir étudier en Angleterre pour leur donner des informations. Okay. C'est comme ça que je me suis inscrit et donc il a pris en main mon dossier, il m'a aidé pour le visa pour pratiquement tout. Ok. C'est comme ça que finalement... Et donc quand j'arrive justement à Wolverhampton, il vit dans cette ville, on l'appelait le mayor of Wolverhampton parce que
Il maîtrisait cette ville, il y vivait depuis pratiquement une dizaine d'années à l'époque. Ok, super. Donc, ça a été mon mentor dans mon intégration là-bas. Donc, j'étais toujours avec lui et comme ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré justement cette fille à l'époque avec qui j'étais. Donc, qui me parle de la Belgique. Donc, tu trouves à Wolverhampton une communauté. Une communauté bien établie d'Africains, que ce soit Camerounais, que ce soit pas beaucoup d'Ivoiriens, mais Congolais, voilà, un peu la diversité, on va dire, Nigérians et tout, quoi. Ok. Voilà, et donc c'est comme ça que moi, je diversifie mes amis. Donc, je suis avec des Nigériens avec qui je parle anglais, Ouais. donc ça commence à venir. Les Ghanéens aussi? Non? J'ai rencontré un seul Ghanéen. Ok. Et des Zimbabwéens, voilà. Donc, c'est vraiment... L'Angleterre, c'est cosmopolite. Ok. Voilà, donc il y a tout le monde là-bas. Et en Belgique, quand tu es arrivé, comment tu t'es senti par rapport à l'Angleterre? Bien. Bien, ok. Franchement. Parce que tu t'es retrouvé aussi dans un environnement, entre guillemets, communautaire? Non, pas du tout. Quand je suis arrivé en Belgique, je venais de me séparer en plus de mon ex. Et puis, donc j'arrive, je pose mes valises, je suis seul. Ok. Mais par contre, je connaissais une personne que j'avais rencontrée en Tunisie, dans mes études là, en Tunisie. Parce que moi, mon parcours académique, il a été... Au final, pour qu'on comprenne bien, Ouais. tu as fait... Donc, pour comprendre mon parcours académique, donc de comment je passe pour arriver jusqu'en Belgique, Oui. c'est qu'en Côte d'Ivoire, je finis les études secondaires. Donc, j'ai ce qu'on appelle le bac dans le système français. Donc, je l'obtiens et je dis à mon père, en fait, j'ai envie de faire des études, mais à l'étranger. Ok. Il me dit, OK, je vais t'accompagner alors dans ton projet. Parce que moi, mon rêve, ça a toujours été de travailler, en fait, en Occident, en fait, à l'étranger, Oui. pour construire une carrière vraiment riche, quoi, diversifiée et d'apprendre énormément, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il me dit, OK, on va essayer de t'inscrire en France. Mais sauf qu'en fait, à l'époque, les inscriptions étaient déjà passées pour France, parce qu'il fallait passer par le système de Campus France. Oui. Pour ceux qui sont en France, qui savent de quoi je parle. Ils savent de quoi on parle, oui. Donc, Campus France, c'est déjà passé, tout est bouclé. Donc, je dis, comment on fait? On va attendre encore un an, je reste là en Abidjan, qu'est-ce que je fais et tout. Moi, j'entends parler d'une université, d'une école privée en Tunisie. Il y en a d'autres au Maroc et tout. Et donc, j'ai plein d'amis qui s'inscrivent là-bas et tout ça. Je dis à mon père, écoute, il y a cette école en Tunisie qui m'a l'air d'être bien et tout ça. J'ai même des camarades qui sont inscrits là. Et ils ont un bureau de représentation en Côte d'Ivoire qui est géré par un Ivoirien et tout ça. Donc, voilà. Donc, et là, tu fais quelle formation là-bas concrètement? Je fais un master, qu'est-ce que je dis moi? Une licence en administration des affaires. Ok. Donc, j'y vais, je fais ma licence en administration des affaires. Quand je termine, c'est là que mon père rencontre son ami. Enfin, il se revoit. Il se revoyait, oui. Et donc, son ami, maintenant, lui parle de l'Angleterre. Et c'est comme parce ça que, tu arrives en parce que le Angleterre. next move, en fait, c'était que je parte en France, vu que j'ai la famille en France. Oui. Mais cette chose bizarre, c'est que la vie a tout fait pour pas que j'arrive jamais en France, quoi. Voilà, que j'arrive jamais en France parce que, voilà, ça devait pas être là-bas que je devais me réaliser, quoi. Donc, Tunisie, Angleterre et finalement Belgique. Point final, point final. Et j'arrive en Belgique, je me dis, genre, je sens quelque chose. Je sens un truc. Donc, je me dis, c'est ici. C'est ici qu'il fallait que je sois. C'est ici. Ouais, voilà. Ok. Et depuis que tu es en Belgique, ton insertion, ça a été facile. Tu disais que oui, tu te sentais bien depuis les premiers jours. Oui. Tu as eu facile dans les contacts avec les étudiants quand tu étais aux études, dans la vie de tous les jours. Oui. Comment ça se passait? Je pense que ce qui a facilité mon insertion, ça a été un concours de beaucoup de circonstances. C'est comme si Dieu ou le cosmique, l'univers, comment vous pouvez l'appeler, il avait tracé un chemin et que malgré moi, je le suivais. Ok. Donc, c'est-à-dire, j'arrive, je connais personne, sauf une seule personne que j'avais rencontrée en Tunisie qui faisait partie de la même association des étudiants, donc il était le président, un Ivoirien, un gars très intelligent, vraiment, et tout. On se parlait comme ça de temps en temps, c'est tout.
On faisait la même chorale et tout. Et voilà. Après, j'entends qu'il est parti en Belgique. Bon, point, on ne se parle plus. Et moi, quand j'arrive, je me dis, ah, mais tiens, ce gars, il est là, en fait, en Belgique. Donc, je le recontacte. Ouais. Et puis, il vient me voir, on bavade, il m'explique certaines choses et tout. Et puis après, on prend un verre et puis après, il rentre chez lui. Parce que lui, il habite à Mons. Ok, super. Et donc, moi, je vais à l'université, je m'inscris. Et je vais en classe et puis je vois quelques noirs, voilà. Voilà. Et je vois qu'il y a des étrangers, dont il y a un béninois, 2 filles camerounaises, non, oui, 2 filles camerounaises, non, même 3, 4 camerounais, et puis 2 Sénégalais, donc une fille, un garçon. Et donc voilà, il y a quand même des gens. Donc, je m'approche d'eux, on commence à parler, on apprend à se connaître et tout ça. Et puis, moi, dans ma boîte email étudiant, je reçois un jour un email qui disait, parce qu'en Belgique, il y a les cercles étudiants, ce genre de trucs, tout ça. Donc, je reçois un email d'un cercle étudiant qui s'appelait le Sénat. Et le Sénat, donc, cercle étudiant des étudiants internationaux de Namur. De Namur, ok. Donc, je vais à cette invitation et donc je rencontre beaucoup de monde maintenant. Ok, et donc ça facilite… Ça facilite maintenant mon intégration. Et si on parlait un peu de ton parcours professionnel, tu as fini à l'université de Namur finalement, tu as obtenu un master aussi à l'université de Namur. Oui, un master à l'université de Namur. Donc tu sors finalement d'un cursus académique nanti de 2 masters au moins. Oui, c'est ça. Okay. Et donc, comme je dis, j'ai choisi le programme Immersion en entreprise, donc qui permettait d'avoir une expérience en entreprise pendant qu'on est aux études en même temps. Et donc, je démarre en fait. Moi, mes sujets que j'avais, on va dire, choisis, les matières que j'avais choisies, c'était des matières qui étaient fort orientées finance et tout. Bon, parce que c'est le classique, on va dire, c'était les choses aussi dont mon père m'avait parlé, parce que voilà. Donc, j'avais fait ça, mais j'avais commencé dans une boîte en tant qu'analyste financier, dans les fusions-acquisitions. Et de cette boîte, après, je suis allé dans ING Bank, toujours dans ce même programme-là. Et puis, à la fin de mon expérience là, mon manager, il me dit, est-ce que tu es sûr que tu es fait pour ce métier? Donc, je dis, je pense que non. Carrément. Je pense Donc, que non. On remet un peu le contexte. On ne va pas reciter le nom, mais c'est une grande banque établie en Belgique. Et donc, tu décides, alors que tu es dans un programme de recrutement avec… Ouais, de recrutement avec eux, je dis, en fait, ils me demandent et je dis, je pense que ça ne va pas aller. Okay. Je pense que ça ne va pas aller. Je pense que c'est pas ce que je veux faire. C'était pas un gros pari, un gros challenge c'était un risque. Un risque? Oui, mais c'était soit je choisissais la facilité et je faisais un job qui allait me rendre malheureux. Oui. Et bon, quand je dis me rendre malheureux, mais dans lequel je n'allais pas m'épanouir. Oui. Pour donner le bon thème. Et c'est soit ça, soit dès maintenant au début. On coupe, on coupe tout et on repart sur Je coupe à la racine oui. et puis je replante une nouvelle graine. Ok. Donc c'est ça, je me dis, non, je crois que je ne vais pas m'orienter là finalement. Et dans ce timing, il y a un programme qui se passe à l'université qui est organisé par une autre entreprise qui est dans les technologies. Et moi, je suis fan de technologie, de transformation, de digital et tout. Donc, je dis, j'ai vent de ce truc, donc je m'inscris à ce programme-là qui est organisé par cette entreprise technologique dont le but était nous, on devait agir comme des consultants pour trouver des solutions concrètes pour des problèmes des solutions pour des problèmes posés par les clients de cette entreprise. Ok. Et j'y vais, je fais ce truc, ça se passe bien, moi j'adore ce que je fais et puis je dis c'est ça que je vais faire. T'es comme un petit poisson dans l'eau. Oui, voilà, je suis voilà. Parce qu'on apprend des technologies comme la blockchain, le machine learning, ce genre de trucs. Donc voilà. Ça change complètement. Ça change complètement de la finance. Ce que tu faisais dans la finance. Dans la finance, parce que j'étais assis devant l'ordinateur. Costume, cravate, c'est ça. Assis. Déjà que j'aime pas les cravates. Oui. Donc je suis assis toute la journée face à mon écran. Tu parles avec des chiffres. Je parle avec des chiffres.
c'est que les chiffres, tac, 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 tac. Après, c'est vrai, il y a beaucoup de réflexion derrière et tout, mais il y a moins de contact humain. Oui. Et j'ai pas l'impression que je règle des problèmes. Ok. Parce que moi, en fait, pour moi... Mais tu n'as pas le sentiment que tu règles des problèmes, mais pour ceux qui utilisent les informations que tu leur donnes, ben finalement, ils réussissent à faire des grandes acquisitions. Et Oui, tout des le grandes reste. acquisitions, Donc, effectivement, j'ai participé à des projets qui ont mené à des mandats. Donc, mais moi, je ne voyais rien parce que pour pouvoir arriver au niveau de discuter avec le client pour obtenir un mandat et tout ça, ça c'était le niveau des directeurs. Moi, j'étais au bas de l'échelle. Donc, ok. je faisais des trucs qui s'appartaient et puis je ne savais pas ce qu'on faisait Ce derrière. qu'on en faisait Voilà. avec Donc, après. moi, déjà, il y avait cette frustration. Je me dis que je ne suis pas dans le feu de l'action. Je suis juste derrière voilà, dans le bac et en train de dépêcher les informations, quoi. Et donc, avec cette boîte, tu réussis à résoudre des problèmes, à trouver Oui, des solutions. à trouver des solutions. Et Et on tu te présente sens- ça justement à ses clients. Et donc, je dis, ah oui, c'est ça. Parce que déjà, à l'époque, dans ce truc, c'est un peu un métier de business analyst. C'est-à-dire de voir en fait une problématique, de faire des analyses et de donner des solutions qui vont régler cela, quoi. Donc, au moins de technologie ou bien de transformation, de digitalisation et tout ça. Et donc, quand je finis ça, je me dis, ouais, c'est ce métier que je veux faire, quoi. C'est ça Ok. que je fais. Et c'est ça que tu fais aujourd'hui, C'est ça que je fais aujourd'hui. dans une autre société. Oui, dans une autre Ok. société, oui. Donc, tu te sens finalement épanoui dans ton boulot, on peut le dire aujourd'hui. Oui. Et Mais après, ça a été facile d'entrer dans ce trouver- monde-là, Non. venant du secteur de... non, pas du tout, pas du tout. Parce que Raconte-nous un peu. quand je fais cette expérience-là avec justement cette entreprise, avec l'université, on termine et je devais rentrer en permanent. Donc, c'est-à-dire, on avait la possibilité de postuler et rentrer en permanent. Et puis, c'est là que le Covid arrive. Ouais. Et tout est fermé. Il n'y a plus rien. Vraiment plus rien. Et en plus, le contact que je connaissais là-bas est parti de cette boîte en plus. Donc, c'était vraiment le gros mur qui tombait de nulle part devant moi. Et je me casse un peu la figure, quoi. Et là, je commence à chercher durant cette période de Covid. Je cherche, je trouve rien. Et je cherche pendant 1 an, pratiquement. En Belgique, En Belgique. il y a ce qu'on appelle le permis de travail pour les personnes étrangères. Mhm. Est-ce que tu t'es soumis au permis de travail? Non, Non. Ok. je n'étais pas soumis au permis de travail. Mais c'est ça qui était encore paradoxal. C'est parce que d'autres étrangers qui arrivaient, mais qui étaient soumis au permis de travail, ils avaient cette difficulté-là, mais certains ont pu trouver. Ok. Mais moi, je n'arrivais pas à trouver. Ok. Je me rappelle, je suis allé dans un entretien, et parce que, et ça c'est fatal en Belgique, parce que quand vous postulez pour un job, on vous dit souvent, vous n'avez pas assez d'expérience. Surtout un gars qui sort de l'université, un jeune qui sort de l'université, on lui dit qu'il n'a pas assez d'expérience. Mais comment vous voulez que les gens aient de l'expérience si on ne leur fait pas confiance dès le début et qu'on leur permet de travailler, de montrer? Moi, je pense que c'est une problématique et ça, pour moi, ça ralentit en fait, je veux dire, la préclusion de certains talents. talents, oui. Voilà. Donc, moi, je me souviens, pour anecdote, je postulais justement dans ce type de métier, project management ou bien business analysis, functional analysis. Et j'ai beaucoup d'entretiens, mais qui n'aboutissent à rien. Ouais. Et j'ai un entretien particulièrement qui m'a marqué où, dès qu'on arrive, ça se faisait par Teams parce qu'il y avait le lockdown. Le Covid. Oui, c'est ça, comment on dit en français. On appelait non, c'était le pas confinement. Le confinement, voilà. Voilà. Et donc, je suis en entretien en Teams. Et le monsieur, la première des choses qu'il me dit, vous vous appelez Koulibaly, hein, c'est ça, Koulibaly? Je dis oui, c'est ça. Il me dit, est-ce que vous savez que votre nom est tristement célèbre en Belgique? Tristement célèbre. Je dis, oh. Comment ça, tristement célèbre? Il me dit, oui, tristement célèbre en Belgique. Je dis, je ne comprends pas où est-ce que vous voulez en venir. Vous pouvez m'en dire plus? Il dit, oui, mais des attentats. Ah! Il y avait une étiquette qui était collée. C'est ça. Donc, quelque part, en fait. Est-ce qu'à ce moment, tu fais le lien entre les différents échecs? Et je fais le lien avec plein de choses. Il y a, tu vois, il y a des connexions qui commencent à se faire dans les neurones. Oui, qui se font. J'ai des flashbacks. Je me dis, ah. Et j'étais
malheureusement, on va le dire, mais les gens m'ont dit, ouais, c'est encore la victimisation, mais j'ai été discriminé plusieurs fois. Parce que pour des jobs où j'avais postulé, moi, on m'a dit, non, vous ne correspondez pas. Mais moi, j'avais des camarades à l'université qui avaient moins d'expérience que moi. Mais qui correspondaient. Qui correspondaient. Oui. Il y avait d'autres critères. Voilà, d'autres critères qui étaient appliqués pour certaines personnes et tout ça. Donc, quand il me dit ça, bon, voilà, je connecte dans ma tête et tout. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Et donc, je fais 1 an, je ne trouve pas. Et puis, finalement, je me dis, bon, je vais revenir à ce que je sais faire, la finance. Ouais. Et donc, je contacte une amie avec qui j'avais eu la première expérience qui m'a dit, bon, écoute, je te mets en contact avec une personne qui est chasseuse de tête, donc elle va t'aider à trouver quelque chose. Et elle me met en contact avec cette femme. Et puis, elle finit par me trouver quelque chose dans une grosse boîte, ici en Belgique. Et puis, et bizarrement, en tant que trésorier analyste, cette boîte a une filiale en Angleterre. Okay. Et donc, la filiale, en fait, c'est la fintech de cette boîte-là. Ouais. Et donc, c'est la filiale, la fintech qui recrutait. Mais comme il y a le Brésil, ils ont créé en fait une nouvelle entité en Belgique. Donc, qui était pilotée par la fintech en Angleterre. Et donc, quand je viens dans ce job-là, c'était le premier job en trésorerie qu'on créait en Belgique pour les activités européennes. Et moi, je suis recruté comme ça. Et je suis recruté parce que je parle aussi l'anglais, parce que j'étudiais aussi en Angleterre. Donc, j'étais un profil qui correspondait le mieux. Donc, aussi, voilà. Donc, quand je fais l'entretien avec la manager qui est justement en finance, qui était en Angleterre, on finit l'entretien. En fait, c'était finalement elle qui me vendait le poste. Donc, on finit l'entretien. Ah oui, on a inversé les rôles carrément. On a inversé les rôles carrément. C'était elle qui me vendait le poste et on finit de faire l'entretien. Et puis après. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que vous êtes d'accord de pouvoir faire ça? Oui, c'était ça, limite. Elle m'expliquait le job, elle m'expliquait. Donc, c'était même plus tout ça. Je ne sais même plus qu'est-ce que je lui avais dit. Et après, la chasseuse de tête m'appelle et me dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as dit, mais c'est toi qui veux. Ils ont. Je vais dire, tous les autres candidats ont été éliminés. Tu n'es que le seul qui reste en liste. Tu vas faire un dernier entretien avec le directeur général et le directeur financier. Je fais un entretien avec eux, je passe des tests, c'est bon, c'est concluant. Je fais un entretien avec eux. Je finis l'entretien. Ça se passe bien. 1 heure après, on m'appelle, on me dit, c'est confirmé. Donc, je commence. Voilà, je fais ce job, mais ça ne me plaît pas. Ouais. Ça ne me plaît pas, mais je le fais très bien, oui. Mais ça ne me plaît pas. Et je commence à regarder, je dis, il faut que je trouve quelque chose dès maintenant pour. Et donc, au bout, je commence d'abord ce job en intérim. Parce que comme ils sont passés par une boîte qui proposait ce circuit, donc je commence en intérim et je dois passer en CDI. Et je commence avec un faux salaire, un salaire, je ne sais même pas, tu ne vis pas avec. En fait, c'est vraiment un salaire dérisoire. Dérisoire, je vais dire, par rapport au job que je faisais. Et en plus, ça, là, comment le job était essentiel pour l'entreprise. Critical, comme ils disent en anglais, pour l'entreprise. Et je fais. Et puis maintenant, je vais passer en CDI après le temps de cet intérim qui se terminait. Et je veux renégocier. Donc, je veux renégocier. On me dit non, mais on va te prendre le même salaire. Je dis non, mais c'est pas possible. Moi, je ne veux pas. Avec tout ce que j'ai fait, tout ça, oui, je ne veux pas travailler pour des cacahuètes. Je ne veux pas faire un travail d'éléphant pour avoir un salaire de fourmi. Mais pas possible. Et ils me disent non, bon, ok. Et je dis mes conditions. En plus, je ne demandais même pas grand-chose, tu vois. Donc, ils me disent, bon, on a réfléchi, on va te donner autant. Et puis après, 6 mois, on va te donner le montant plein de ce que tu as demandé. Et en même temps, tu rajoutes d'autres tâches. J'ai dit, ok. Et dans le même temps, j'avais été contacté par une autre boîte via LinkedIn, donc de consultance. Et c'est vers là que je voulais aller, ce genre de métier-là, de consultance, pour me faire l'expérience et qui allait me permettre de pouvoir faire le job que je voulais. Donc, je parle avec eux et en fait, je signe mon CDI. Je signe un CDI, même pas 1 mois après, je démissionne et puis Et donc, ça a fait un gros bruit dans la boîte où j'étais. Ils m'ont proposé, ouais, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je dis, en fait, il n'y a rien qu'on puisse faire. Parce que, en fait, là où je veux aller, c'est même pas pour le même job, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps et c'est pour ma carrière, quoi. Et en plus, ils me proposaient un meilleur salaire par rapport à ce que j'avais, de meilleurs avantages un peu aussi autour. Voilà, donc voiture, service, plein de choses. Donc, je dis, bah voilà, je vais aller vers là, quoi. Donc, je vais là. Puis, je fais un temps là, 1 an, 2 ans. Je vois que je commence un peu à tourner en rond là. Et puis, je me dis, bon, en fait, je suis loin de ma famille, de ma femme et mes enfants.
parce que j'ai 2 enfants et donc je veux trouver quelque chose, mais vraiment, parce que là-bas, en fait, aussi, il y a une complication, c'est que les clients de cette boîte-là, ils ont commencé j'ai fait face à beaucoup de discrimination aussi. Je partais parce que c'était une consultance, donc c'est-à-dire, on vous propose à des clients. Et c'est le client qui Et doit c'est le client qui choisir décide. le profil avec lequel il veut travailler. Mais pratiquement tous mes entretiens sont passés à la trappe. Au point où même mon manager, il a sous-entendu quelque chose du genre, même lui, il ne comprend pas. Ouais. Et il sait, mais il ne me le dit pas ouvertement, Il ne mais le dit pas ouvertement, oui. il sous-entend. Et je dis, ah. Et comme moi, je suis quelqu'un au travail, je suis très jovial, je crée des relations avec tout le monde. Mon ancienne manager, avec qui j'étais dans l'ancienne boîte, elle m'appelle et dit, écoute, ouais, parce qu'on continue de se voit dehors, on n'est même plus manager, truc, on est des amis, des camarades maintenant, donc on se voit avec les autres collègues de là-bas, on prend l'avion. Et elle me dit, depuis que tu es parti, on a trouvé quelqu'un, mais la personne n'a pas pu matcher, n'a pas été à la hauteur. Est-ce que tu peux revenir en tant que consultant pour venir faire l'intérim du job, le temps qu'on recrute quelqu'un et que voilà. Donc je dis ok, donc j'en parle à ma boîte et puis ils disent ah oui, ça va, c'est un nouveau client et tout ça. Donc moi en fait, je ramène mon ancienne boîte en tant que client pour la boîte. Oui. Pour la nouvelle boîte où je travaille. Donc je fais ça, ça se passe bien, le contrat qui était au départ 3 mois, dure finalement 1 an. Parce que ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Ton expertise. Ouais, mon expertise et tout ça, voilà. Okay. Et là, ça se termine parce que pour des raisons budgétaires de côté de cette boîte, donc ils se disent, bon, écoute, on est vraiment tous de voir partir, mais là, pour des raisons budgétaires, on ne pourra pas renouveler. Ok. Et finalement, tu atterris dans une autre société. Et c'est ça. Finalement, en fait, je reste là, mais encore là, je constate certaines choses qui ne sont pas bien. Par exemple, des promotions, d'autres avances, des augmentations de salaire. Voilà, donc je me dis, bon, puis il est peut-être temps pour moi de partir de là, quoi, parce que le rêve qu'on m'a vendu et que quand je suis arrivé, que je sais pas, avec tous les efforts que j'ai faits, dans la réalité, c'est pas ça. Donc, j'ai l'impression de tourner en rond finalement et c'est pas ce que je veux. Et donc, je décide de chercher un job dans vraiment le plus proche possible de ma famille et vraiment un job dans lequel je serai valorisé. Et vraiment le job aussi que je veux faire. Parce que là, je suis reparti faire le job que je n'aimais pas. Que tu n'aimais pas, oui. Donc, le job que je veux faire. Et je vois des offres, je poursuis et je trouve une offre, un job en Namur, dans une société de transport de notre région. Ben voilà. Et donc, je fais les entretiens avec les recruteurs et tout. Ça se passe bien. Je passe une tonne de tests, mais vraiment beaucoup de tests. Et puis à la fin, c'est moi qui sors en tête, quoi. Et donc, on me propose un contrat et un très bon contrat en plus, de très bonnes conditions. Et je décide de quitter. Et donc, j'atterris, je quitte d'un job où je n'étais pas valorisé dans mon job, à arriver d'un job où je suis valorisé en tant que cadre maintenant. Ok, super. Et donc, avec cette société, tu n'as pas senti que tu étais différent des autres. Non, pas du tout. Tu n'as pas senti d'autres critères qui étaient pris en compte, mais de manière sourdine dans d'autres boîtes. Non, pas du tout. C'est bizarre, mais c'est vraiment... je sens que là, je suis à ma place maintenant. Ok. Et que je ne suis pas différent. Super. On est très content de ce que tu nous as partagé, que tu nous partages dans cette émission d'ici et de là. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Je vais te proposer 3 thèmes et tu vas choisir un thème parmi les 3 et tu nous feras une petite réflexion. D'accord. Alors, l'immigration et la diversité, l'étranger issu du sud du Sahara, une minorité ignorée à dessein. Point d'interrogation. L'éducation, l'instruction et la réussite de ces enfants en Europe. Entre racisme, mœurs, valeurs, c'est quoi le secret? Élection en Belgique, quel regard et quel parti politique porterait le mieux le projet commun? Bon, c'est des sujets intéressants. Les 3, il y a beaucoup de pierres à casser dans ces 3 sujets, mais je pense que là, par ma présentation et tout ça, je crois qu'on a quand même touché un peu tout ce qui est insertion socio-professionnelle. On va parler de ça. Les élections, le système, il est un peu compliqué en Belgique, donc je ne vais pas trop m'aventurer ça, mais je préfère parler de l'éducation. Oui.
Parce que c'est quelque chose, en fait, que pour nous, on va dire, personnes issues de l'immigration, on va dire comme ça, surtout africains, subsahariens, c'est quelque chose que je ne vois pas, dont on en parle beaucoup, tu vois, un peu partout, mais qui est très important. Donc, je crois qu'on va aller sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que on parle toujours de l'insertion professionnelle, l'insertion dans la société, tout ça, mais on parle peu de nos enfants parce que peut-être que c'est pas peut-être le sujet brûlant pour certaines personnes. Mais moi, je pense que c'est un sujet qui est très brûlant parce que nos enfants sont l'avenir et le futur. Et donc, et peut-être les prochaines victimes de ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Voilà, de ce qu'on vit déjà. Et donc, il faut préparer au mieux. Mais surtout aussi, comment les préparer? Il faut les préparer avec, dans un contexte qui est très compliqué. Oui. Pourquoi? Parce que nos enfants, on les éduque selon nos valeurs. Nos valeurs africaines ou bien donc, du Cameroun, du Ghana, Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc, selon les valeurs, donc la culture, nos us et coutumes de nos pays. Mais, sauf que ça ne peut pas se faire comme dans nos pays parce que le contexte il est différent. L'environnement il est différent. Donc, on est en Europe, en Belgique principalement, et il y a tout un contexte qui n'a rien à voir. Et donc, c'est des enfants qui soit naissent ici, pour la plupart, donc nos enfants, bien des enfants qu'on a eu au pays, qui sont arrivés ici, qui viennent ici tout petits, ils subissent l'influence en fait du contexte dans lequel on vit. Donc, c'est comment les préparer à ça, c'est là la question. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle parce que, en tant que parent, père de 2 enfants, je constate, et en plus, mes enfants, je les ai eus avec une Belge caucasienne d'origine, voilà, souche namuroise et tout ça. Donc, il y a aussi une difficulté déjà là, à ce niveau. Parce que c'est une relation mixte. C'est une relation mixte, c'est ça. Donc, c'est double culture. C'est double culture qui se croisent, et qui font qui doivent enfants, en sortir. Voilà, et donc, du coup, il faut éduquer ses enfants selon… il faut faire trouver le juste milieu. Le juste milieu. Donc, éduquer les enfants selon 2 référentiels différents. Oui. Donc, est-ce que la personne qui partage ta vie, elle comprend ça? Oui, elle comprend ça, mais pas entièrement. Ok. Elle comprend ça parce qu'elle a beaucoup voyagé, elle aussi. Ok. Elle a notamment été, dans le cadre de ses études, elle a fait un stage d'1 mois au Burkina Faso, par exemple. Elle a voyagé parce qu'elle est dans le médical, donc elle est… Elle a eu un contact avec l'étranger. Elle a eu un contact avec l'étranger, elle est dans le secteur médical, donc du coup, elle a voyagé, elle a été en Guyane, donc elle s'est beaucoup frottée un peu à une culture… à d'autres cultures. Afro, voilà, de manière générale. Ce qui lui a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Voilà, ouverture d'esprit. Bon, j'aime pas trop ce thème, mais je pense qu'une certaine… je vais dire… parce que pour moi, aucun esprit n'est complètement fermé. Mais donc, je pense qu'elle a eu cette chance et même cette volonté d'apprendre des autres. Oui. Donc, de découvrir. Donc, elle a découvert beaucoup de choses, elle a appris, mais voilà. Mais la vie avec quelqu'un qui est issu d'une autre culture, c'est différent. Parce qu'on peut… Voilà. Et donc, du coup, oui, tu trouves que l'éducation, l'instruction, la réussite des enfants en Europe, c'est quelque chose de compliqué. C'est très compliqué. Et c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui peut être la recette? Est-ce qu'il y a une recette je pense de ton point de vue? Je peut-être dirais pas des recettes, mais je dirais des pièges peut-être qu'il faut éviter. Lesquels? Des pièges ou bien des problématiques auxquelles nous, en tant que parents, pour cette génération surtout, on va avoir dû. On va avoir dû parce que nous sommes, comme j'ai dit, le premier point, j'ai parlé de l'éducation avec nos valeurs africaines, nos valeurs de nos pays d'origine, tout ça, dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Ça, c'est déjà le premier problème, ou bien le premier piège. Parce que vous allez éduquer votre enfant avec vos connaissances de votre culture et tout ça. Et l'enfant, il y a ça il va falloir absorber, mais il y a aussi l'environnement dans lequel il vit qui va l'influencer. Oui. Donc, à un certain moment, il va falloir vraiment que votre enfant ou bien que vous, en tant que parent, vous soyez regardant. Donc, ça, c'est pour moi, ça, c'est le premier piège. Donc, le deuxième piège, c'est la digitalisation. On va dire, pas la digitalisation, mais les technologies.
Nous sommes dans un monde qui est, on va dire, on est rentré dans une ère de technologie qui est en train de vraiment peut-être nous échapper. On ne se rend pas encore compte, mais c'est en train de nous échapper doucement. Où on est confronté par exemple, à des choses comme les réseaux sociaux, les médias sociaux et tout ça, où on a accès à beaucoup de contenu, il y a les écrans un peu partout et tout ça. Et donc, c'est des choses auxquelles les enfants aussi ont accès, malheureusement. Et avoir accès à ça, c'est avoir accès à tout type d'informations, bonnes ou mauvaises. Oui. Donc, comment faire le filtre? C'est là aussi il y a un problème. Donc, le truc, c'est de essayer de protéger ces enfants, en fait, faire une sorte de faire une sorte de contrôle pour éviter que nos enfants aient accès ou bien, on va dire, soient influencés par tous ces contenus qui viennent de partout, en fait. On est dans un monde où vous pouvez aller sur les réseaux et entendre des gens dire des choses qui sont complètement hallucinantes. Parlant de choses hallucinantes, quand tu entends, par exemple, les étrangers sont là pour prendre notre boulot, qu'est-ce que ça te fait? Je ris à gauche déployée. Je ris à gauche déployée et en même temps, je suis triste. Pourquoi? Parce que les étrangers qui viennent pour prendre nos boulots. Mais j'ai envie de dire, il y a des boulots en fait aujourd'hui qui ont été abandonnés par les nationaux. Il y a des boulots qui ont été abandonnés par les nationaux, comme notamment des boulots des boueurs ou bien des boulots, on va dire, moins valorisants, qui ont été abandonnés par, je vais dire, les Belges ou bien les Européens de manière générale. Et donc, s'il n'y avait pas cette main-d'œuvre issue de l'immigration, donc des étrangers, pour faire ces boulots-là, la société ne tournerait pas complètement. Il y a des boulots, il y a des métiers où on parle de pénurie, comme dans la boucherie, dans les métiers du bâtiment, ce genre de trucs. Mais qui fait ces métiers? Qui soutient, en fait, qui sont ces ouvriers qui travaillent? Ce n'est pas que des Africains. Il y a aussi des Portugais, il y a aussi des Polonais, il y a aussi des gens qui viennent de l'Est, des pays de l'Est, Europe de l'Est, qui travaillent. Mais sauf qu'eux, ils sont quand même un peu dilués dans la masse, dans le sens que ce ne sont pas des identités remarquables. Oui, ça c'est vrai, mais quand même. Moi, je vais vous dire une chose. Pour être là où je suis, quand j'étais en Angleterre, est-ce que vous pouvez imaginer un instant si je vous dis que moi j'ai travaillé dans des maisons de repos, où j'ai pris soin des personnes en fin de vie, des vieux et tout ça, dans ces maisons de repos. Mais je faisais, en tant qu'aide-soignant, je faisais les toilettes, tout ça. Je m'occupais de ces gens comme d'un bébé, mais sauf que c'est des vieux. Des personnes âgées, oui. Voilà, des personnes âgées. Pour ne pas être, Mais voilà, donc j'ai fait ça. J'ai travaillé en tant que, comment dire, ouvrier dans un entrepôt pour porter des choses et tout ça, pendant que je faisais mes études. Et donc j'ai fait tout ça. Donc du coup, on comprend que derrière Coulibaly se cache une histoire, une très grande histoire profonde et qui est propre à toi. Je vais te soumettre, pour faire un peu un break dans l'émission avant de passer à la dernière partie, je vais te soumettre quelques images. Et on attend de toi que tu puisses nous donner un commentaire ou un avis. La première image sera Assita Kanko. Qu'est-ce que cette image ou alors qu'est-ce que cette personne t'inspire? Allez, Assita Kanko, femme politique belge d'origine burkinabé qui a son histoire quand même un peu tragique parce que je crois qu'elle a été victime d'incisions dans de mutilations génitales quand elle était petite et donc elle est partie du Burkina, arrivée en Europe. Je crois qu'elle est passée par les Pays-Bas avant d'arriver en Belgique et tout ça. C'est une femme politique. C'est une femme politique, aujourd'hui députée européenne. Voilà un parcours inspirant. Allez, pour des étrangers, des Africains subsahariens
qui se disent, bon, moi, je veux voyager, je vais aller à l'aventure. Je vais aller conquérir le monde. On va je vais aller montrer de quoi je suis capable ailleurs. Voilà, de montrer qu'on a des capacités, qu'on peut le faire. Je pense que c'est un bel exemple de parcours. Maintenant, on peut discuter maintenant si la personne nous dit que, en tant que personne politique, peut-être on s'attendait à ce qu'elle soit dans un mouvement politique ou bien un parti politique qui justement, on va dire, milite pour que les étrangers, notamment les Africains subsahariens, puissent avoir plus de facilité d'intégration en Belgique, mais ce n'est pas le cas dans le parti dans lequel elle se trouve, qui est un parti, voilà, que nous savons que l'extrême droite. Donc, c'est un peu... on va dire plutôt de la droite. Bon, oui, de la droite plutôt, mais qui... ça pose une certaine forme de contradiction par rapport au personnage et à son parcours, quoi. Deuxième image, Kerry James. Kerry James... un rappeur oui, je français. le connais très bien parce que c'est l'un de mes rappeurs préférés. Oui. Il y a une de ses chansons, Le combat continue, pas trois que je connais par cœur, en fait, parce que je l'ai beaucoup chanté. Donc, c'est quelque chose qui m'a accompagné dans mon parcours. Kerry James m'a accompagné dans mon parcours pour me dire, en fait, je ne dois pas abandonner, quelles que soient les difficultés. Rien doit y aller, quoi. Rien ne te sera jamais donné. Ouais, il faut le prendre, mais il faut le prendre avec le travail, avec la dignité. Avec la dignité, oui. Donc voilà, c'est ça. Et c'est un homme qui est très inspirant. Il fait partie de mes top rappeurs préférés de manière générale, quoi. Oui. Voilà. C'est pas qu'un rappeur, on l'appelle le poète du rap français. Donc Il est aussi inspirant et impactant. Je pense que dans ses prises de position, il est assez tranché, même si on veut souvent lui faire porter quelques casseroles, mais je sais pas qu'est-ce qu'on trouverait à dire concrètement sur ce gars, parce que il essaie de faire passer une image de la banlieue qui n'est pas celle que ce que les médias traditionnels montrent. Dans la banlieue, on ne dit pas, mais en France, de manière générale, ou bien même en Belgique, en tout cas dans la banlieue en Europe, il y a des gens qui travaillent comme des fous, qui travaillent énormément, des parents qui font des sacrifices pour leurs enfants. Ils ne les voient pas, ils travaillent pour que les enfants aient des opportunités. Donc, et qui sont fiers, qui sont dignes, quoi. Donc, pour moi, c'est ça qu'il essaie de véhiculer et de passer un message aussi à cette génération de jeunes pour leur dire nos parents ont souffert pour que nous soyons là maintenant. Ils ont mené un combat. Non, nous, on doit continuer de pousser le truc un peu plus devant pour les générations à venir aussi. C'est ça. Pour qu'on arrive à une certaine forme d'égalité pour une fois. On parle d'égalité, mais aussi d'équité. D'équité. Voilà, parce que l'égalité, oui, mais l'équité, c'est ça qui est mieux. Une autre image, Cécile Djounga. Animatrice TV, chroniqueuse, humoriste, femme avec beaucoup de... Elle dégage quelque chose elle dégage d'énergie positive. Ouais. C'est, franchement, moi, je la trouve vraiment... Toutes les émissions qu'elle a pu animer, je les regarde avec beaucoup de passion parce que... voilà, elle transporte une certaine forme d'énergie. Et c'est quelqu'un, en fait, que j'ai encore plus aimé suite à son coup de gueule sur la discrimination. La discrimination, puisqu'elle était elle présentait la météo, le bulletin météo sur la RTBF, Radio-Télévision Belge francophone. Et voilà, elle a essuyé beaucoup de critiques, on va dire racistes. Et qui lui ont fait à un moment donné prendre une autre décision pour sa carrière. Oui. Rhodes Makambu. C'est une femme inspirante qui à travers l'art montre en fait le quotidien des personnes, des Africains dans les activités. Donc des femmes, par exemple, moi j'ai vu des sculptures, des femmes qui
qui transportaient des régimes de graines, de palmiers, quoi. Et voilà. Et c'est beau ce qu'elle fait. Elle fait découvrir, en fait, l'Afrique. Une image de la femme africaine. La femme africaine. Mais aussi, elle montre que les Africains aussi ont ce talent de sculpture. Parce que ça, c'est des choses qu'on attribue, bon, pas qu'on attribue, mais dont les Occidentaux sont beaucoup reconnus parce qu'ils ont des grands noms et tout, qui ont fait le tour du monde, des œuvres qui ont fait le tour du monde. Mais elle, par contre, ce qu'elle fait, ça montre qu'en Afrique, il y a de l'art. Oui. Et les Africains sont des... Et pour moi, les Africains sont on va dire, les artistes peut-être les plus incroyables. Parce que qu'ils ne sont pas mis en lumière. Ils sont pas mis en lumière. Il y a beaucoup de talents. Mais il y a beaucoup de nos œuvres en Afrique qui ont été faites par nos ancêtres, qui ont été même pillées. Mais oui. Et qui sont dans les musées ici aujourd'hui en Europe. Mais pourquoi? Parce que c'était des beaux trucs. Oui. C'était des choses qui continuent d'avoir de la valeur. Et qui continuent d'avoir de la valeur aujourd'hui. Et donc maintenant, il y a une politique, ça a sa lieu, de restitution, par exemple en France, qui est en train de restituer les œuvres, voilà, les statuettes et tout comme ça, qui ont été aux Africains. Donc moi, je trouve que cette femme-là, elle montre au monde que voilà, les Africains ont du talent et peuvent s'exprimer à travers l'art. Elle n'est pas la seule, mais il y en a d'autres, mais elle particulièrement, ce qu'elle fait, c'est fort. On va regarder un extrait vidéo. Okay. C'est tous les présidents des partis politiques, on va dire ça comme ça, qui, enfin pas tous les présidents, mais l'ensemble des partis politiques, le PTB, le MR, via son président Georges-Louis Boucher, le parti écolo, qui sont tous d'accord. Une vidéo qui a été diffusée sur la RTBF pour ouvrir les barrières de l'immigration. L'UE doit veiller à ce que davantage de personnes puissent migrer vers l'Europe en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de voie légale de migration, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la Méditerranée est un cimetière à ciel ouvert. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte aussi de respecter les procédures d'asile, la Convention de Genève et permettre aux gens de venir par des voies légales. Alors certainement pour la question de pouvoir migrer en toute sécurité. C'est-à-dire qu'il faut des voies sécurisées pour pouvoir accéder à l'Union européenne. Plus, ça doit se débattre. Mais c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, on aura besoin de main-d'œuvre étrangère. Mais avant ça, il faut aussi activer les demandeurs d'emploi qui sont déjà sur notre territoire. D'accord, parce que ce qui est important dans la phrase, c'est le « en toute sécurité ». Il est inacceptable que des milliers de personnes meurent en mer Méditerranée chaque année. Par contre, ça ne veut pas dire que nous devons ouvrir les portes grand à tout le monde sans aucune condition. Donc oui à une migration économique et oui à des critères clairs pour éviter des décès. Il faut que les personnes qui arrivent en Europe puissent le faire de manière totalement sécurisée, de manière safe. Ça suffit que la Méditerranée ou d'autres soient un cimetière à ciel ouvert et il faut que l'Europe puisse accueillir ces personnes en respectant leurs droits. C'est le propre de toute démocratie. La question n'est pas d'avoir plus ou moins de migrants. La question, c'est de veiller à ce que des personnes qui fuient la guerre, la misère, les effets du réchauffement climatique ou encore des situations de discrimination, de violence, puissent quitter leur pays en toute sécurité. Donc oui, il faut mettre en place des voies de migration qui soient sûres et légales. Chaque année, il y a plus de 20 000 personnes qui meurent en Méditerranée parce que ce sont des personnes qui essayent de venir chez nous, qui auraient de bonnes raisons et des droits de venir chez nous, mais parce que l'accès légal n'est pas autorisé, eh bien ils font appel à des passeurs, à des conditions extrêmement difficiles. On doit absolument éviter ces morts en Méditerranée et donc trouver des voies sûres et légales. Est-ce que tu avais entendu cette actualité? Non. Ce qui est surtout frappant, c'est le président du MR qui dit que, oui, à l'arrivée des étrangers, surtout que la population européenne, belge, est vieillissante et qu'on a besoin de la main-d'œuvre étrangère. Est-ce que c'est une façon d'avouer finalement qu'on a besoin des... Oui. Quelque part, comme je l'ai dit tantôt, il y a une pénurie dans certains jobs, il y a des pénuries dans certains métiers. Je crois à l'époque où j'avais regardé, maintenant je suis plutôt cette actualité par rapport aux pénuries, mais il y avait les bouchers, il y avait je crois dans les bâtiments aussi, si je me souviens bien. Voilà, il y a des métiers en pénurie. Et
il faut que des gens travaillent parce que c'est ces personnes qui vont travailler, qui vont nourrir l'économie, qui vont faire grandir l'économie. Effectivement. Donc, on a besoin qu'il y ait des gens qui travaillent. Et dans un système de pension par répartition. Par répartition, justement, il faut que des gens travaillent pour que les pensionnés d'aujourd'hui puissent avoir de quoi vivre. Oui. Donc pour moi, c'est un truc, c'est une réalité qui va s'imposer un peu à l'Europe d'une certaine manière. Maintenant, s'il faut contrôler le flux migratoire, parce que, voilà, pour des raisons X ou Y, et c'est légitime de le faire, oui, mais il faudrait que ce soit accompagné d'une politique d'intégration, mais vraiment réelle et avec beaucoup comment on dit ça, de bienveillance et de bonne volonté aussi. Mais est-ce que là, on ne peut pas comprendre que ce sera encore une immigration sélective dans le sens que, oui, on peut ouvrir les barrières, par exemple, à d'autres pays. Allez, un exemple, sans vouloir indexer particulièrement, de l'Europe de l'Est, et pas aux pays du sud du Sahara. Oui, malheureusement, ça peut être ça aussi. Et c'est là où je pense que, en fait, peut-être que des leaders d'opinion qui représentent en fait cette communauté de l'Afrique subsaharienne puissent élever la voix aussi. Mm-hmm. Parce qu'on n'est pas que un ou deux ici en Belgique, on est des milliers ici en Belgique qui participent à l'économie, à la vie de ce pays. Moi, je le dis ouvertement, j'adore ce pays, je l'aime profondément. C'est chez moi ici, j'ai ma famille ici, j'ai mes enfants ici. La Belgique, je viens de Côte d'Ivoire, mais c'est aussi mon pays. Je l'aime profondément au même titre que la Côte d'Ivoire. Et je contribue même peut-être plus en Belgique qu'en Côte d'Ivoire parce que c'est ici que je travaille. Je paye mes impôts régulièrement ici. Donc, pour moi, moi, qui suis arrivé ici de l'immigration, africain subsaharien, je suis là. Ça prouve que... voilà, je suis dans la société, je participe. Ça prouve que le cliché qu'on envoie des Africains subsahariens, c'est pas vrai. Effectivement. C'est pas une vérité absolue. C'est aussi le but de cette émission, hein, c'est de déconstruire tout ça. C'est de dire qu'il y a des gens qui sont là, qui participent, mais qui sont dans l'ombre, dont voilà, qu'on ne présente pas sur les plateaux de médias traditionnels. Effectivement. Donc, on est là, on se bat. On ne nous a rien donné, on a dû se battre pour l'obtenir. Donc voilà quoi. Donc il ne faut pas que ce soit une migration sélective ou bien basée sur une discriminante plutôt. Oui. Parce qu'elle peut être sélective. On peut dire qu'on prend des talents. Oui, ça c'est voilà. une chose. Ça s'entend. Mais des talents sans pourtant tenir compte de la couleur de peau ou bien des origines des uns des autres. C'est ça. Si c'est ça, si on passe ce cas, je peux dire ok, ça s'entend. Voilà, mais une immigration sélective sur la base de l'origine, de la race ou bien de la couleur de peau, c'est discriminatoire. Merci d'être prêté à ce jeu-là pour cette partie. Et on va finir l'émission par Dela. Dela, parce que tu viens de la Côte d'Ivoire. Oui. Et cette partie, on va parler avec toi. On parlera de la jeunesse que tu as laissée derrière toi. On attend de toi que tu puisses te positionner en force de proposition pour la jeunesse restée en Côte d'Ivoire de manière particulière, mais en Afrique de manière générale. Et allez, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à la jeunesse ivoirienne? Comment déjà tu trouves la jeunesse ivoirienne? Je trouve la jeunesse ivoirienne courageuse. C'est une jeunesse qui a subi beaucoup de choses. Avec les différentes crises politiques qui ont été, je vais dire, entraînées par les hommes politiques ivoiriens qui ont mené à de nombreux morts pour rien au final. C'est triste et donc moi je trouve cette jeunesse quand même courageuse et qui a été résiliente, qui a la volonté de réussir, mais peut-être qui ne s'y prend pas de la bonne manière. Je m'explique, c'est que les jeunes Ivoiriens, de manière générale, ils ont des ambitions, mais beaucoup, ou peut-être maintenant ont compris, peut-être,
mais qu'il faut se mettre au travail. Pourquoi? Parce que en fait, ça a été une jeunesse qui a été une jeunesse assistée. Je vais dire comme ça parce que c'est une jeunesse qui attend à ce que, par exemple, l'État ou bien le gouvernement, les politiques fassent tout pour eux. C'est pas possible. Le politique peut mettre en place une politique macroéconomique bien posée, qui va poser des bases qui vont permettre de faire du business, donc notamment par exemple les routes, les hôpitaux, les écoles, tout ça. Mais cette jeunesse-là, c'est à elle de prendre son destin. La jeunesse ivoirienne se plaint que, oui, beaucoup de gens issus d'Afrique et même d'Europe surtout viennent faire du business en Côte d'Ivoire et ils prennent tout et rien pour. Moi, je dis, il faut se battre. Il faut y aller, même si il faut. Y a personne d'autre qui le fera pour nous. Il y a personne d'autre qui le fera pour eux. Pour atteindre en fait les objectifs de champions nationaux que tout le monde aspire à avoir en Côte d'Ivoire, il faut se battre. Quand je dis se battre, ça veut dire il faut lancer un business. Que ce soit commencer d'abord par l'informel. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui vend, par exemple, des baguettes et des brochettes. Voilà, tu commences par ça. Et puis après, quand ton activité commence à grandir et tout ça, tu peux maintenant te formaliser, passer à un autre niveau, à l'étape d'entreprise. Mais pour passer à l'étape d'entreprise, et c'est là où beaucoup pêchent souvent, c'est que beaucoup n'ont pas de vision sur le long terme. Ils se limitent à ce qu'ils gagnent maintenant et c'est tout. Donc, ils n'ont pas la vision de se projettent pour se jeter et pour se formaliser. Et c'est là où je dis, il y a un déficit, il y a un problème actuellement d'éducation et de formation aussi. C'est-à-dire que beaucoup font des choses dans les formels, mais ils ne savent pas passer au stade supérieur pour devenir des champions, des boîtes qui vont être champions en Côte d'Ivoire et peut-être qu'ils vont aller s'exporter ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas formés. Mais la formation, si on ne te la donne pas, il faut aller la chercher toi-même aussi. Aujourd'hui, on est à la, je disais tantôt qu'on est à l'ère du digital. J'ai parlé de mauvais, mais il y a du bien. Moi, pour arriver dans le job dans lequel je suis aujourd'hui, moi je viens de la finance et je suis aujourd'hui travaille dans un département IT. Je ne sais pas coder moi, mais je prends les besoins et je l'explique aux codeurs qui les codent. Donc, pour arriver à cela, les compétences qu'il faut avoir pour les connaissances, je ne les ai pas apprises à l'école. C'est moi, personnellement, j'ai fait un travail à la maison où j'ai payé des formations sur des plateformes, j'ai lu beaucoup de choses, j'achète des livres. Moi, je n'hésite pas à investir dans ma formation pour avancer. Et donc, c'est ça que moi, je pense que les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne et même africaine de manière générale, doit investir au maximum en eux-mêmes. Arrêtez de boire des bières. Arrêtez de boire des bières. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour s'amuser, pour kiffer, comme on le dit dans le jargon. Mais il y a un temps pour travailler. Il faut avoir une certaine forme d'équilibre. Un homme qui fait trop de travail est déséquilibré, comme un homme qui s'amuse trop aussi est déséquilibré. Il faut trouver une certaine forme d'équilibre. Et l'équilibre, ça passe par je m'amuse et je travaille. Et au moment où il arrive de travailler, il faut travailler. Si je vois que je vais arriver à ce plafond, à ce niveau, et que je suis là, mais qu'il y a une barrière, il y a une sorte de plafond, il faut briser ce plafond. Il faut le briser avec quoi? Avec la connaissance. Donc c'est ça. Donc il faut investir en eux-mêmes, il faut se former, il faut le faire. Mais on voit qu'il y a des gens qui commencent à y aller. Ça commence à venir. Donc, du coup, je pense qu'on est sur le bon chemin. Il faut que la jeunesse puisse vraiment continuer dans ce sens. Et je termine sur ça. Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, à son époque, et c'est peut-être ça qui a tué un peu les Ivoiriens à ce moment, c'est qu'il a appris aux Ivoiriens à être des bureaucrates. Être des fonctionnaires, travailler dans les administrations publiques et tout ça, ou bien travailler dans un bureau et tout ça. Il n'a pas appris aux Ivoiriens. Et ça, peut-être, ça répondait aux besoins de l'époque. Mais le plan qui n'a pas été mis en place après ça, qu'on ait formé beaucoup de cas de gens intellectuels, des technocrates, c'est qu'on n'a pas appris aux Ivoiriens qu'en fait, pour atteindre la richesse, ce n'est pas dans les bureaux, c'est dehors. C'est dehors, c'est-à-dire faire les choses de l'industrie. C'est dans l'industrie, créer des choses, faire des choses. Créer de la valeur, créer de la richesse. Voilà, créer de la richesse. Voilà. Et c'est ça, en fait, que ce passage à vide entre sa mort et toutes les crises qu'on a connues, tout ça, c'est ça qui a un peu tué, je vais dire, à handicaper, à couper les ailes un peu de la jeunesse ivoirienne à cette époque. Et donc,
aujourd'hui, c'est en train de se faire. Les Ivoiriens sont en train d'apprendre à faire des choses de leurs mains. Ils font des métiers qui sont en train d'être valorisés au fur et à mesure. Et voilà. Mais Houphouët-Boigny a dit une chose, et je vais terminer sur ça pour ce sujet, c'est qu'il a dit, il ne faut pas se décourager, il faut continuer de courir. La vie, c'est une course, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il faut courir, ne pas se décourager. Qu'est-ce que 100 ans, 200 ans dans la vie d'une nation quand on sait que le monde compte des milliards d'années? C'est très fort ce qu'il a dit. Ben oui. Donc, ne vous découragez pas, courez. Ne vous arrêtez pas, allez-y. Il n'y a rien qui dit que c'est terminé, on ne peut pas y arriver. L'exemple, c'est la Chine, les pays d'Asie. Ils étaient au même niveau de développement que nous. Un peu moins même que nous. Parce qu'il y a des pays africains qui ont aidé la Chine dans les années 70-80. Aujourd'hui, allez-y là-bas. Ben oui. Il y a eu la Corée, qui était au même niveau de développement que les pays africains à l'époque. Aujourd'hui, allez-y en Corée. En Corée du Sud. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. C'est un autre monde. Aujourd'hui, il y a des leaders qui ont une vision et qui s'attellent à ce que la vision puisse être... Ça, c'est vrai. Mais les leaders des visions et tout ça, c'est le peuple qui les fait. Si personne ne vous suit, à un moment donné, vous n'irez pas bien loin. Ok. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, conseil pour la jeunesse, il faut avoir un mindset... Il faut un mindset de travailleur, donc de bosseur. Il faut bosser. Il faut briser les plafonds de verre. Il faut briser le plafond de verre. Avec quoi? Avec l'éducation. Donc, travail, investir dans sa formation, investir en soi-même. On ne va pas attendre que l'État le fasse. Lire des bons livres. Lire des bons livres, regarder des formations, s'inspirer de gens qui ont réussi dans le domaine, par exemple, dans lequel vous voulez travailler ou bien vous voulez créer quelque chose. Ouais. Et s'inspirer de ces personnes-là. En Afrique, il y en a maintenant. Hein. Il y en a maintenant. On n'a pas besoin forcément de s'inspirer des grands Américains ou Européens. Et si on parle d'influenceurs, est-ce qu'il y a des influenceurs à impact positif que tu connais en Côte d'Ivoire? Yann Amon, c'est un Ivoirien qui crée qui organise des masterclass où il apprend justement à des entrepreneurs, à comment entreprendre. Il leur donne des outils qui leur permettent de pouvoir lancer des business qui vont avancer. Donc Yann Amon, il n'a pas 40 millions de followers, mais c'est quelqu'un, moi quand j'ai écouté, il est bien. Je pense qu'il donne des très bons conseils et tout ça. C'est quelqu'un qui, franchement, si on veut faire du business, il faut le suivre. Il y a un autre, lui qui n'est pas aussi instruit que, quand je dis instruit, c'est peut-être qu'il n'est pas je vais dire qu'il est un peu vraiment terre à terre, vraiment terre à terre, basique. Il s'appelle, on l'appelle, c'est son surnom, hein, Guigui le grouilleur. Voilà, parce que voilà, il grouille, donc comme on dit. Et lui, il incite la jeunesse ivoirienne à travailler. Et il incite surtout la diaspora à investir en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, par exemple, par l'achat de terrains, construction de maisons, de logements, d'hôtels, de bâtiments. Donc, c'est ce genre que moi qui m'inspire souvent, quoi. La culture ivoirienne se porte bien? Ouais, la culture ivoirienne, je pense que la culture ivoirienne se porte très bien. On a des talents qui émergent très souvent. Maintenant, la Côte d'Ivoire commence à devenir une sorte de vitrine en Afrique, et c'est parce qu'il y a eu un travail des jeunes, comme je disais, les jeunes ont compris. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de sortir de terre. Il y a des fleurs qui sont en train d'éclore, et ça, c'est beau à voir, quoi. Bon, on a eu perdu un grand, Didier Arafat, qui était le moteur du coupé-décalé de la musique ivoirienne. Mais voilà, il y a d'autres qui ont repris le relais, qui font d'autres choses. Ça se passe bien. Et c'est sur ces dernières notes que tu viens de nous donner, la culture ivoirienne se porte bien, que nous allons te remercier, Coulibaly Sangia. Oui. Merci d'être venu sur le plateau de notre émission D'ici et de là. D'ici parce que tu es ici en Belgique. Tu es installé en Belgique, tu vis en Belgique, tu travailles en Belgique et tu contribues à l'économie de la Belgique, pays dans lequel tu
t'es installé, on va le repréciser. Oui. Et de là, parce que tu viens de la Côte d'Ivoire, c'est ton pays natal. Oui. Et voilà, les jeunes, des conseils on a gardés pour eux, investir sur eux-mêmes, savoir qu'il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour investir sur soi dans l'éducation et surtout trouver le bon équilibre entre les deux. Oui. Nous te disons merci encore pour merci d'avoir aussi à toi accepté pour, notre invitation. Merci beaucoup à cette émission. C'était un grand plaisir pour moi de partager mon expérience et je veux dire certaines de mes connaissances. Donc, j'invite les uns et les autres à suivre massivement cette émission parce que c'est ensemble que nous pourrons changer les mentalités, ouvrir de nouvelles portes. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, amis followers, c'était une nouvelle production de votre émission D'ici et de là. D'ici et de là recevait pour cette production Coulibaly Sanga. Retrouvez-nous avec un autre invité très prochainement. À très bientôt.